9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face, les États-Unis sont-ils au bord de la guerre civile? La question est posée par mon invité alors que les Américains sont appelés à choisir mardi prochain entre Donald Trump et Kamala Harris. Élection plus que jamais indécise, deux blocs face à face, deux Amériques de plus en plus irréconciliables, deux Amériques qui se détestent peut-être de plus en plus. Bonjour Mathieu Gallard. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio dans La vérité en face. Vous êtes directeur d'études chez Ipsos. Les États-Unis au bord de la guerre civile avec un point d'interrogation, je précise. C'est le livre donc, que vous publiez aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès, livre passionnant dans lequel vous décortiquez le phénomène de polarisation de la vie politique, mais également plus largement de la société américaine, processus long entamé avant Donald Trump, mais qui explique pour beaucoup ce qui se passe en ce moment, ce à quoi nous assistons. Les États-Unis donc au bord de la guerre civile, point d'interrogation. Vous posez la question, Mathieu Gallard, est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question? C'est évidemment une question compliquée, il n'y a pas une réponse, on ne peut pas dire oui ou non. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, on a une Amérique extrêmement fracturée en termes de valeurs, mais plus largement en termes d'aspiration. Il n'y a plus vraiment, comme il pouvait y avoir dans les années 80-90, des grandes valeurs sur lesquelles les Américains, malgré leurs divisions, se rassemblent. Donc je dirais qu'il y a clairement une guerre peut-être civique, mais une guerre civile, je pense qu'on n'en est pas là. Malgré ce qu'on a vu en 2021, malgré l'attaque du Capitole, il y a c'est sûr des bases radicalisées, mais je pense qu'on n'en est pas au bord d'une guerre civile. Après, en revanche, si ce processus de polarisation de plus en plus fort, d'éloignement et de radicalisation de ces deux blocs électoraux venait à s'amplifier au cours des années à venir, il n'est pas interdit de penser que d'ici quelques années, quelques décennies, on en arrive là. Vous l'avez entendu, alors je disais, élection très indécise, Donald Trump qui dénonce déjà, ça y est, une tricherie jamais vue dans un État clé dans cette élection présidentielle, l'État de Pennsylvanie. Comment vous l'interprétez, ça, cette sortie? Il envisage déjà sa défaite ou pas, Donald Trump? Alors, on peut l'interpréter de deux manières. Soit, effectivement, c'est une manière vraiment de mobiliser sa base radicalisée, de lui dire il faut vraiment aller voter pour contrebalancer ces plans machiavéliques des démocrates. Ou alors, effectivement, on peut l'interpréter d'une manière un peu différente, comme s'il y avait un peu de flottement, voire même un peu de panique, peut-être par rapport à des signaux internes, des sondages internes, des signaux sur le vote anticipé, qui seraient pas si bons que ça pour les républicains. Sincèrement, je suis pas capable de trancher entre les deux hypothèses, mais en tout cas, là, c'est pas une nouveauté pour Trump. Il a dénoncé les résultats en 2020. Ce qu'on oublie même, c'est qu'en 2016, alors qu'il avait gagné la présidentielle, il avait dénoncé les résultats, il avait déjà parlé de triche, parce que dans son esprit, il était évidemment inenvisageable que Hillary Clinton ait remporté l'élection au niveau national avec 3 millions de voix d'avance. Donc c'est pas du tout une nouveauté. La question qui se pose aussi, alors, c'est de savoir si ce qu'on a vécu il y a 4 ans, on y faisait référence tout à l'heure, l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, est-ce que ça peut se reproduire éventuellement? Parce qu'on a un climat où on dénonce des fraudes. On a c'est Elon Musk qui a mis en place sur Twitter, sur X, une communauté pour dénoncer les cas de fraude qui pourraient avoir lieu durant cette campagne. On a déjà des témoignages, des vidéos qui circulent. On est dans un climat quand même assez particulier. On a l'impression que ce qu'on a vécu il y a 4 ans, ça pourrait éventuellement se reproduire demain. Alors, le premier point déjà qu'il faut quand même souligner, c'est que les fraudes en 2020 qui ont été mises en avant par le camp Trump, il a systématiquement été débouté en justice par des juges souvent conservateurs et souvent nommés par lui-même. Donc il n'y a pas de preuve évidente de fraude. Je tiens déjà quand même à le dire. Ouais. Est-ce qu'on peut malgré tout assister au même phénomène? On est quand même dans un contexte qui est différent. Déjà, Trump n'est plus à la Maison Blanche, c'est Biden. Donc c'est Biden qui détient les leviers du pouvoir. Donc ça fait que fondamentalement, c'est plus compliqué. On a par ailleurs une base républicaine qui reste très radicalisée, au moins autant qu'elle l'était en 2020, qui va forcément être chauffée à blanc par Donald Trump et par ses alliés s'il devait perdre l'élection pour justement monter en épingle tous les doutes qu'il peut y avoir sur le scrutin. Malgré tout, ce qu'on voit dans un certain nombre d'enquêtes, c'est que certes, cette base républicaine, elle pense qu'il y a des fraudes massives, mais aussi ils ont été quand même un peu échaudés par ce qui s'est passé en 2021. Parce que beaucoup de personnes qui sont entrées dans le Capitole, qui ont envahi le Capitole, ont été condamnées et ont été condamnées très très lourdement en justice par des années, des décennies de prison. Donc ils se sont bien rendus compte que c'était pas forcément un jeu. Donc oui, il y aura forcément des contestations quoi qu'il arrive. Si Trump perd
les contestations seront particulièrement fortes. Est-ce que pour autant on aura exactement le même phénomène, fondamentalement peut-être de tentative de coup d'État, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, je suis quand même pas certain, c'est un autre contexte. Voilà, le contexte est différent. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que vous racontez dans votre livre, c'est finalement, avec cette polarisation de la vie politique et de la société américaine, c'est la manière dont l'attachement partisan supplante petit à petit l'attachement aux principes démocratiques. Ça, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que aujourd'hui, l'attachement à la démocratie, il est menacé aux États-Unis ? C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion ? Ouais, alors pas évidemment pour tous les Américains, mais c'est vrai que pour une partie de la base la plus radicale des électeurs des deux partis, il y a le sentiment assez logiquement finalement que si l'autre camp l'emporte, ça aura des conséquences dramatiques. Je veux dire, dans les années 80, si vous étiez quelqu'un de gauche, un syndicaliste, ou si vous étiez un Afro-Américain, si vous étiez homosexuel, voilà, que Reagan l'emporte, c'était très problématique, mais c'était pas non plus dramatique. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que si Trump l'emporte, c'est dramatique. Et si vous êtes évangélique conservateur, vous avez le même sentiment vis-à-vis de Kamala Harris que vous n'aviez pas forcément vis-à-vis de Bill Clinton. Donc tout ça déjà fait que l'élection, il y a beaucoup plus d'enjeux, vraiment d'enjeux très forts et des enjeux massifs. Et du coup, ça fait que effectivement, ce qu'on voit, beaucoup d'électeurs se disent, fondamentalement, ils mettent en avant leurs intérêts partisans, leurs intérêts politiques devant les principes démocratiques. On a beaucoup plus d'électeurs qui effectivement se disent, écoutez, si on peut, par exemple, faire en sorte que les électeurs de l'autre camp se rendent moins aux urnes en réduisant le nombre de bureaux de vote dans les circonscriptions. Un petit peu, quoi. En jouant avec les règles, pourquoi pas ? Alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, ça n'aurait pas été acceptable par une très grande majorité des Américains. Donc on voit cette tendance, et on voit bien là, par exemple, depuis 2020, que dans le camp républicain, il y a une majorité des électeurs qui jugent qu'il y a eu des fraudes, alors que, je le répète, les fraudes, elles ne sont pas tangibles. Donc on voit effectivement qu'il y a cette menace, et c'est pour ça que je me dis que effectivement, si ce processus il continue, il s'amplifie dans les années à venir, ça va devenir très problématique. Si Trump est réélu cette année, est-ce que en 2028, une victoire d'un démocrate serait acceptable pour ses électeurs ? J'en suis pas certain. Comment on peut expliquer quand même, c'est assez impressionnant vu d'ici, que dans son camp, Donald Trump fascine toujours autant. Comment expliquer ? C'est une forme d'hystérie d'une certaine manière, malgré les affaires judiciaires, malgré les fausses informations qu'il peut véhiculer, malgré les outrances. Également, c'est quand même incroyable de se dire que sa base là, elle reste complètement fascinée, complètement hystérique face à Donald Trump. Alors, faut quand même faire attention parce que la base républicaine, globalement au sein du Parti républicain, vous avez trois grands blocs. Vous avez une base effectivement plutôt, on va dire, des classes moyennes inférieures blanches, plutôt rurales, qui elle est effectivement fondamentalement derrière Trump, qui avale ses paroles, et c'est vrai qu'il y a une espèce de culte de la personnalité qui est extrêmement important. Comme il le disait dès 2016, il peut tuer quelqu'un sur la 5e avenue à New York, ça ne changera rien. Mais ça ne changera rien dans cette base. En revanche, vous avez deux autres blocs d'électeurs qui n'aiment pas Trump. Vous avez les évangéliques conservateurs, donc des gens extrêmement croyants, extrêmement religieux, qui n'aiment pas la personnalité de Trump, mais qui se disent faut voter Trump parce que c'est lui qui nous apportera des évolutions positives en termes de politique publique. Et ils l'ont vu en 2016-2020. Trump, il a nommé des juges très conservateurs à la Cour suprême et ils ont gagné que l'avortement n'était plus protégé au niveau des États-Unis. Et puis vous avez un autre bloc qui est, on va dire, des républicains plutôt modérés, qui étaient tout à fait d'accord avec Reagan, avec George Bush, mais qui là, face à Trump et ses outrances, sont vraiment quand même très gênés. Eux aussi, ils votent de manière plutôt rationnelle en se disant, eux, ils sont avant tout en faveur du libéralisme économique. Pendant son premier mandat, Trump, il a fait des baisses d'impôts massives, donc ils se disent, on va voter pour lui. Donc vous voyez, la fascination, elle existe, mais dans un bloc seulement, il y a beaucoup aussi d'autres électeurs qui vont voter pour Trump, mais qui le font sans attachement à sa personnalité, mais plutôt sur le programme, malgré tout. Qui vont le faire. C'est-à-dire que peu importe les outrances du candidat de son camp, on va voter pour lui. On n'hésitera pas, quoi. Exactement, et ça, c'est une grande différence par rapport à ce qui se passait lors des décennies précédentes, parce que, par exemple, vous aviez des candidats démocrates qui remportaient des élections massives avec 60% des voix. Je pense à Roosevelt, je pense à Lyndon Johnson dans les années 60, parce qu'ils attiraient des dizaines de millions d'électeurs républicains modérés qui n'aimaient pas le candidat républicain. Aujourd'hui, c'est inenvisageable. Si vous avez un attachement, ne serait-ce que minimum vis-à-vis du Parti républicain, vous voterez pour le candidat du Parti républicain, quel qu'il soit, tellement l'autre alternative, les démocrates, vous fait horreur, même si d'ailleurs leur candidat, Biden en 2020 par exemple, n'est quand même pas un radical, une foot de guerre gauchiste. Mais donc il y a
y a effectivement cette polarisation et qui concerne les deux partis, parce que chez les démocrates, c'est quand même une tendance similaire. Justement du côté des démocrates, parce que la radicalisation, la polarisation du côté républicain, on la voit bien, voilà, on la voit bien notamment avec ce candidat, Donald Trump. Côté démocrate, c'est plus compliqué de le voir. Alors je sais pas, c'est peut-être un phénomène qui est moins prégnant chez les démocrates, ou alors c'est qu'une impression. Non, c'est quand même moins prégnant. Il y a effectivement ces tendances, voilà, on parle du wokisme, alors je ne sais pas si le terme est parfaitement adapté, mais effectivement ces tendances à défendre systématiquement les droits des minorités, à mettre en lumière au contraire les discriminations, les systémiques dont ils feraient l'objet. Ça existe, mais effectivement c'est beaucoup moins repris par les dirigeants du parti. Ça peut l'être par Kamala Harris, ça a pu l'être un peu par Hillary Clinton, mais c'est quand même pas au niveau d'un Trump avec son programme, effectivement lui aussi très radical. Même dans l'aile gauche du parti démocrate, on voit par exemple qu'un Bernie Sanders, il met beaucoup plus en avant les enjeux sociaux et économiques que les enjeux de société. Donc il y a quand même pas les mêmes dynamiques, et du coup le résultat, c'est qu'on a un parti républicain qui désormais est clairement contrôlé par son aile la plus conservatrice, par Donald Trump et ses alliés, alors que chez les démocrates, la mainmise, elle reste quand même celle de la partie, on va dire, plutôt modérée. En tout cas, le point d'équilibre du parti entre son aile droite et son aile gauche, qui est représenté aussi bien par Harris que par Biden, que par Clinton, que par Obama. Donc quand même, les dynamiques sont pas les mêmes, et la polarisation, la radicalisation, elle est moins forte chez les démocrates, mais il y a quand même une tendance qui est dans ce mouvement. Oui. En tout cas, deux blocs face à face, un scrutin qui s'annonce hyper serré. Qu'est-ce qui peut faire la différence quand on a comme ça deux blocs qui s'opposent et une volatilité du vote finalement très très faible? On continue la discussion avec vous, Mathieu Gallard. À tout de suite. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face, les États-Unis au bord de la guerre civile, c'est une question posée. On y répond depuis tout à l'heure avec vous, Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos. Élection en tout cas qui s'annonce très serrée. C'est dans 5 jours entre Donald Trump et Kamala Harris. On entend dire que ça sera l'élection, le vote le plus serré de l'histoire des États-Unis. On en fait un petit peu trop ou pas là-dessus, Mathieu Gallard? Ça, on le verra après le scrutin. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même eu des élections. Qui concernent la campagne, là. Ouais. Mais qui étaient incroyablement serrées. Il faut se rappeler, en 2000, George W. Bush l'emporte sur Al Gore grâce à 537 voix d'avance en Floride. 537 voix d'avance sur 100 millions de bulletins au niveau de l'ensemble des États-Unis. Donc, est-ce qu'on en sera là? C'est quand même pas certain. Les sondages, globalement, voilà, ils peuvent vous dire qui est en avance. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui se détache clairement. C'est 50-50. Moi, je suis incapable de vous donner un favori. Même sur les états clés, ça va se jouer dans ces états clés. Et quand on regarde les sondages dans chaque état clé, à chaque fois, on est dans la marge d'erreur, pratiquement. Exactement. Donc, ça peut être très serré, mais après, il suffit effectivement que dans la dernière phase de la campagne, peut-être, l'électorat se déplace un tout petit peu pour que finalement tous les étapes clés basculent dans un camp ou dans un autre et que ça soit pas si serré. Ce qui s'est passé en 2020, par exemple, où finalement Joe Biden a remporté 6 des 7 états clés. Et donc c'est vrai qu'en termes de voix, en termes de collège électoral, c'était serré, mais c'était quand même pas à un cheveu près. Donc voilà, il y a quand même de l'incertitude sur qui va l'emporter, mais aussi avec quelle marge. Ça va pas être un raz-de-marée, mais ça peut être quand même relativement clair. Avec un électorat quand même qui bouge assez peu. Vous dites ça peut bouger, mais quand on regarde la volatilité du vote des électeurs américains, en général, quand on vote pour un parti, on continue de voter pour un parti, quoi, et de plus en plus. De plus en plus, il y a beaucoup une tendance à la décrue du nombre d'électeurs effectivement qui changent de vote d'une élection à l'autre, qui basculent, les swing voters. Il y a aussi les swing voters, pas que les swing states. Et donc effectivement, ces électeurs, ils sont aujourd'hui moins de 5%. Ils votent très peu en plus. Ils votent beaucoup moins que les autres parce qu'ils hésitent. Et puis en fait, ils sont pas si hésitants que ça parce qu'on se rend compte quand on les réinterroge après qu'ils votent malgré tout toujours pour le même parti. Ils nous disent en fait qu'ils ne savent pas, mais en fait ils savent à peu près. Et dans ces cas-là, comment ça bouge, comment ça se joue cette élection? À quoi ça se joue? Ça se joue justement pas sur les électeurs indécis, donc c'est quelques pourcentages d'hésitants. Ça se joue sur la mobilisation des bases électorales des deux blocs démocrates comme républicains. Et donc ça explique finalement très bien les stratégies de campagne de Harris comme de Trump, qui est de vraiment chauffer à blanc son électorat. Et finalement, ce grand meeting de Donald Trump à New York au Madison Square Garden,
ça a du sens quand on le lit à travers cette évolution de l'électorat américain. Ce qu'il faut avant tout, c'est être certain que l'ensemble des électeurs, plus ou moins républicains, aillent voter. Et donc, il faut vraiment les chauffer, les mobiliser. Et ça se fait pas par des discours mous. C'est logique finalement électorale traditionnelle. C'est-à-dire que l'idée à la fin de l'élection, c'est de rassembler, de brasser large. Là, non. Au contraire, on radicalise d'autant plus qu'on se rapproche de l'élection, quoi. Exactement. Ça, ce que vous soulignez comme stratégie, c'était la grande stratégie des années 80-90. De Clinton, de Reagan, ça n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui parce que l'électorat a profondément changé, parce qu'il n'y a presque plus de ces électeurs hésitants et parce qu'en revanche, les électorats se sont radicalisés. Donc vraiment, il faut que les républicains les plus fervents et les démocrates les plus fervents soient vraiment certains que leur candidat soit le bon et soient vraiment certains que si l'adversaire arrive au pouvoir, c'est une catastrophe pour être certain qu'ils se rendent aux urnes. C'est la participation qui fera l'élection plus que les quelques modérés hésitants. La participation est peut-être d'autres choses aussi. On parle beaucoup en ce moment du vote hispanique, du vote afro-américain. On avait des blocs monolithiques et c'est peut-être en train de se fracturer en ce moment. Alors on a encore malgré tout des blocs qui sont quand même forts parce que c'est vrai qu'on parle du recul des démocrates chez les Afro-Américains, chez les Hispaniques. C'est un recul. Ils voteront quand même majoritairement Harris. Et pour les Afro-Américains, c'est très majoritairement. Mais c'est vrai qu'il semble y avoir un effritement. Alors on peut avoir pas mal en fait d'opinions, de théories sur pourquoi. Il y a des théories qui peuvent être reliées directement effectivement à Trump, qui aurait un discours à la fois entrepreneurial, qui plairait notamment aux jeunes hommes noirs ou hispaniques, un discours qui peut-être met l'accent sur le rejet du féminisme, le rejet du wokisme, qui serait des valeurs là aussi qui parleraient à ses électeurs. Donc il peut y avoir ces éléments. Il y a aussi des éléments beaucoup plus profonds. En fait, globalement, ces communautés afro-américaines et hispaniques, c'est des communautés extrêmement soudées parce qu'elles ont fait face, notamment les Afro-Américains, à 200 ans d'esclavage, à 100 ans de ségrégation raciale, et elles ont formé un lien très étroit avec le parti démocrate qui a mis fin à ces discriminations. Mais c'est vrai que là, on arrive à des générations aujourd'hui. Quand vous êtes un jeune Afro-Américain, la lutte pour les droits civiques, les années 60, c'est de l'histoire, quoi. Et puis surtout, c'est des communautés qui peu à peu, malgré tout, s'ouvrent. Il y a de plus en plus de mariages mixtes. On va de moins en moins au culte dans des églises noires protestantes, etc. Donc tout ça fait que effectivement, vous évoluez dans des univers sociaux un peu différents et donc peut-être que effectivement ça fait qu'on rencontre plus de républicains et on peut peut-être plus facilement basculer. Donc tout ça, ça explique pourquoi effectivement il y a ces petits changements. Et à côté de ça, autre changement, c'est polarisation du vote homme-femme. On va avoir une élection quand même qui est très genrée, quoi. Exactement. Là encore, c'est pas tout à fait nouveau. C'est depuis les années 80 que les femmes votent plus démocrates, les hommes plus républicains. Mais c'est vrai que là, cette année, a priori, on devrait avoir un écart particulièrement fort qui s'explique quand même avant tout. Alors, il y a le rejet traditionnel par les femmes, et on le voit dans beaucoup de pays, du radicalisme, populisme conservateur. On retrouve ça quand même dans beaucoup de pays, même si par exemple en France, ça s'est un peu réduit. Il y a quand même un discours effectivement masculiniste chez Trump qui peut séduire une partie de l'électorat masculin qui est traditionnellement peut-être plutôt démocrate mais conservateur sur les questions de société, et tout ça fait que effectivement il faut regarder. En fait, l'électorat américain, on peut le segmenter en des tas de petits groupes, les jeunes afro-américains, les jeunes hispaniques, les femmes des banlieues, etc. Malgré tout, à la fin, si on regarde pourquoi est-ce que la Pennsylvanie aura voté Trump ou Harris, ça sera par une addition du comportement et de la mobilisation de tous ces groupes, donc ça sera très compliqué à expliquer. Mathieu Gallard, la situation, c'est le début aussi de votre livre, Les États-Unis au bord de la guerre civile, c'est vous interroger sur la manière dont ce modèle peut aussi se développer ailleurs. Notamment, vous parlez de la France. Est-ce qu'on est dans un phénomène aussi de polarisation, d'une certaine manière, de radicalisation de la vie politique en France? On entend beaucoup les adjectifs de trumpisation, qu'on prête à des élus, notamment. Alors la polarisation, ça peut concerner les élus et les électeurs. Je pense que chez les élus, il y a effectivement une dynamique de polarisation qui va pas aussi loin qu'aux États-Unis. Une fois de plus, on n'a pas de meeting comme on en a eu à New York pour l'instant. En tout cas, non, on est d'accord, ça pourrait évoluer. Mais effectivement, on le voit à l'Assemblée nationale pendant le débat sur les retraites, sur la loi immigration, aujourd'hui sur le budget. On a à la fois des gouvernements successifs qui sont quand même très arc-boutés et qui utilisent toutes les armes qu'ils ont en leur pouvoir pour faire passer leurs lois, et des oppositions qui font une obstruction systématique, et tout ça avec une rhétorique qui est extrêmement antagoniste en plus entre ces blocs. Chez les électeurs, c'est quand même moins clair. On a quand même effectivement... On arrive encore à se parler, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis. Alors voilà, exactement. On y arrive. Il y a quand
même une montée de la polarisation. Il y a 3 blocs qui sont quand même plus homogènes que dans le passé, mais on n'en est quand même pas à des niveaux de détestation entre ces 3 blocs qui sont ceux des États-Unis. Mais une fois de plus, on est néanmoins sur une même dynamique. Et donc, si cette dynamique elle se poursuit en France dans les années à venir, on pourrait finalement en arriver à quelque chose qui ressemble à la situation américaine actuelle. Merci beaucoup, c'était passionnant. Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les États-Unis au bord de la guerre civile, point d'interrogation, édition de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous et très bonne journée. Sud Radio, il est 9h58. Dans un instant, Sud Radio Média, vous retrouvez Valérie Expert et Gilles Gonzman avec leur invité ce matin, Antoine Donneau, qui est imitateur. Belle journée avec Sud Radio.